Aujourd'hui, je vous emmène à Savonnières, sur les bords du Cher. Nous sommes aux portes de Villandry, à une quinzaine de kilomètres de Tours. Mes guides sont les bateliers du Cher, des précurseurs de la marine de Loire. Ils naviguent depuis plus de 20 ans. Mais c'est rustique. Bonjour. Bonjour. Voilà. Depuis la création des bateliers du Cher, vous avez rénové ou fabriqué combien de bateaux maintenant? Alors on a construit, maintenant on en est au 11e, puisque le prochain projet c'est le 12e. Et celui sur lequel on est, là, qui est en restauration, enfin en entretien pour l'instant, c'était le 9e celui-ci. Je ne le connais pas, moi ce bateau, j'en ai pas vu souvent. Ça doit être un modèle très ancien, non? Ah, c'est un modèle unique. Hein. Une relique. Hein. C'est pas une relique, puisque c'est une reconstruction archéologique qui a été faite avec le concours d'un archéologue. C'est un bateau qui naviguait au Moyen-Âge et qui était le bateau de charge du Moyen-Âge qui a servi à construire toutes les digues, tous les ports et tous les perrets et tous les endroits où il y avait des moulins sur la Loire. Donc c'était un bateau de charge. Il s'appelle comment? Alors il s'appelle Dame Périnelle et le type du bateau c'est un scut. Quand vous avez créé les bateliers du Cher, il y a quoi? Il y a 20 ans, hein? Il y a 20 ans, oui. Ouais, ça remonte déjà. Oui. C'était quoi votre envie? Alors l'idée, elle est venue de façon simple. Donc un cousin à mon père qui était voisin et qui était en retraite, menuisier, a remonté l'arbre généalogique de la famille et s'est aperçu qu'on était des descendants de mariniers, de voituriers paros et de constructeurs de bateaux. Et il m'a dit, écoute Michel, un jour, on reconstruirait bien un bateau comme ceux de nos ancêtres. Et donc l'idée est partie comme ça. On a trouvé une bande d'amis, on a fait des recherches et on a construit la Saponaria, qui est notre premier bateau. Caverne d'Ali Baba. Ah, tout à fait quand même. Ah, c'est chouette ça. Donc voilà. Alors c'est quoi cette maquette, hein? Alors ça, c'est un bateau qui fait référence à une gravure qui est au château de Chenonceau. C'est un pillard du Cher. Donc c'est des bateaux de commerce du XVIIIe siècle qui naviguaient essentiellement sur le Cher, qui étaient des bateaux rapides hein, et vraiment des bateaux de transport. Donc on a l'intention de reconstruire ce bateau-là. Bon, idéalement, début de chantier, fin de chantier, c'est quoi le Alors planning? idéalement, serait d'avoir notre coque à la fin de cette année. Ouais. Pour travailler pendant 1 an, peut-être 1 an et demi dessus, pour une mise à l'eau qui de toute façon se fera au printemps. Printemps 2015, hein. certainement. Bon, eh ben, on vous le souhaite de tout cœur. Hein. On va quitter les bords du Cher pour aller à la rencontre de Julien Breton. C'est un Nantais, il pratique le light painting, la peinture de lumière, une technique qui allie en même temps la photographie et la calligraphie. Mon nom c'est Julien Breton, mon nom d'artiste c'est Calam et je suis artiste calligraphe. Je me suis inspiré des flexions d'un style qu'on appelle le diwani en calligraphie arabe, qui est un style très aérien. Et j'ai inventé un alphabet de 26 lettres qui me permet de calligraphier dans ma langue, mais en récupérant cette esthétique arabisante qui m'a toujours attiré. Je suis passé de la calligraphie papier à la calligraphie lumineuse, au light painting, en 2006. Je me suis énormément entraîné sur les bords de Loire parce que c'était un espace qui me permettait d'avoir une certaine obscurité et aussi une certaine tranquillité. Je passais des soirées de 21h jusqu'à 5h du matin, toute la nuit, sur des dunes de sable en bord de Loire pour travailler la calligraphie et répéter mes mouvements jusqu'à obtenir la calligraphie que je souhaitais.
J'utilise des lampes que j'achète dans le commerce et ensuite que je customise avec du scotch noir et de la gélatine de couleur qui va nous permettre de changer la couleur, avoir de l'orange, du bleu, avoir différentes températures de couleur en fonction du lieu où on va choisir. Oui. Tu peux tendre ton bras pour voir vers où tu vas. Je vais partir de là. Ouais, vas-y, fais la descente. Ok, je vais me décaler un petit peu pour ouvrir le cadre par là. On a pris le parti de faire un cadrage assez large pour mettre en valeur un petit peu la berge sur le côté gauche, un petit peu l'estuaire sur le côté droit. Et voilà, placer Julien dans tout ça, quoi. Je lui donne une aire de jeu en fait, dans laquelle il va pouvoir s'exprimer. Mais du coup, ce cadrage peut aussi venir renforcer le propos, appuyer certains traits calligraphiques par la composition. On aime bien travailler un moment qui s'appelle Entre chien et loup en fait. On commence à voir les bâtiments qui s'illuminent, des choses comme ça, mais tout en restant assez équilibré et homogène, du coup aussi avec la calligraphie lumineuse, quoi. C'est un moment qu'on cherche qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, effectivement, il faut être prêt à ce moment-là, quoi. On réalise tout de mémoire, directement dans l'espace, en 3 dimensions. Chaque mouvement doit être répété, parfaitement chorégraphié, parfaitement positionné dans l'espace. N'ayant pas fait d'études plastiques, je restais toujours sur des fonds blancs parce que j'étais incapable de faire des fonds de couleurs ou texturés, etc. Et la calligraphie lumineuse m'apporte le fait d'avoir un décor de fond qui se propose à moi et qui du coup se crée naturellement sans que j'ai besoin d'intervenir plastiquement sur le papier. Bonjour Bertrand. Bonjour. En plein travail. Hein. En plein travail, oui. Mais alors, c'est quoi le principe? On est chez vous, ça ressemble à une cuisine. En même temps, petit panneau nous dit que c'est une galerie. On est à la fois tout ça, c'est-à-dire qu'on est chez moi, c'est mon lieu de vie. Et à la fois, je propose plusieurs choses, dont des ateliers d'enseignement artistique. Ouais. Pour les mises à niveau prépa, pour préparer les concours des écoles d'art, design, art appliqué. D'accord. Et après, des ateliers enfants à partir de 4 ans, ados, adultes. Et puis, à la fois, depuis le mois de novembre, il y a l'ouverture d'une galerie qui est aussi atypique. En même temps, c'est ma cuisine, mon salon, et à la fois, c'est ouvert pour tout. Les ateliers, la galerie. Ok, toute votre maison est dédiée à l'art et ouverte au public, on peut dire ça comme ça? Tout est ouvert et tout est mixte. Donc voilà cet espace collectif qui est toujours présent. C'est quoi No White Cube, hein? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'ailleurs? Oui, alors la base c'est White Cube. White Cube qui est le nom qu'on donne traditionnellement aux galeries, aux musées, aux centres d'art, qui sont des lieux qui sont nus, aseptisés. Et ici, on est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un lieu habité qui est avec un univers. Voilà. Le projet, c'est la création d'un collectif d'artistes qui est basé sur un échange humain et artistique. Je ne veux pas être seulement un dépôt-vente. Je veux vraiment créer une dynamique aussi entre nous. Moi, c'est vraiment l'humain et le projet qu'il peut y avoir ici, entre les ateliers ou la galerie, c'est vraiment basé sur l'humain. On va partir faire une petite balade. On va poursuivre avec notre série autour des paysages remarquables de la région Centre, une série initiée et portée par Sylvain Adelin. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de la Sologne. Traverser la Sologne équivaut souvent à longer des murs de forêt. Des forêts serrées d'arbres chétifs posés sur un sous-sol argileux et humide. Le paysage y semble sans perspective, fermé. Un homme, passionné,
à reprendre cette Sologne et cherche à la comprendre. Sans concession, Pierre Ocante nous livre sa vision du pays où il a toujours vécu. Le paysage de la Sologne, il a toujours été totalement artificiel et voulu par l'homme. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une volonté humaine, c'est que ce paysage, il est en train de devenir un paysage de l'abandon, du laisser-faire. Pierre est photographe et écrivain. Il vient de réaliser son 6e livre sur la Sologne. Pour lui, le paysage sologno ne demande qu'à être travaillé pour mieux exister. Moi, j'attends avec impatience qu'on se mette à défricher la Sologne. J'ai envie qu'on coupe des arbres. Je me fais un plaisir de faire du bois avec ma tronçonneuse parce que ça dégage du paysage, parce que ça le renouvelle, ça le remet à neuf. Sa maison, il l'a faite de ses mains. Mais auparavant, il a dû créer la clairière. La Sologne, pourtant, n'a pas toujours été synonyme de forêt. Bon, on est dans une ancienne lande, en fait, là. Et c'était un parcours à moutons à perte de vue. Et depuis la myxomatose, depuis que les lapins ne broutent plus les nouvelles pousses, eh bien, la lande, elle se boise. Au fil des siècles, la Sologne subit de profondes modifications. Le Moyen-Âge voit apparaître la pisciculture, plus rentable que l'agriculture. Des étangs sont creusés, 4000 seront en fonctionnement au XVIe siècle. Avec ses élevages de poissons et de bétail, la Sologne connaît alors une relative prospérité. À la Renaissance, la bourgeoisie et la noblesse montrent un intérêt pour la Sologne, bien placée entre Paris, Tours et Bourges. Beaucoup y bâtiront châteaux et belles demeures. Donc peut-être aussi que ces gens, ils ont aussi contribué à modeler l'image, parce que selon qu'ils ont une orientation bien agricole ou qu'ils en font un domaine de chasse, ou aussi aujourd'hui on peut penser qu'un territoire ça peut faire un golfe, on n'a pas le même paysage. Dès la fin du XIXe siècle, les territoires de chasse s'organisent et s'agrandissent. La réputation cynégétique de la Sologne attire. Agriculture et sylviculture, reléguées au second plan, cèdent leur territoire. La Sologne voit ses terres devenir friches et ses forêts laissées à l'abandon. S'il y a des marécages aujourd'hui, c'est que cette terre elle est abandonnée. C'est qu'on n'y cure plus les fossés et qu'on ne fait plus couler l'eau. Et quand il n'y a plus d'hommes, eh bien on obtient ça. Alors c'est pas le paysage le plus valorisant, mais c'est le plus identitaire. Pierre Ocante rêve d'une Sologne vivante, diversifiée. Tourisme, sylviculture, agriculture et pourquoi pas chasse, sa Sologne pourrait être celle-là. Moins confinée, moins confisquée. Au bout du compte, son souhait serait que les Solognos décident du paysage dans lequel ils veulent vivre. Vous avez cultivé quoi dans ces serres, Claude, hein? Eh ben, nous avons fait plein de légumes, comme les légumes qu'on avait dans la région, à savoir sous serre, c'était essentiellement les salades, les tomates et les concombres. Voilà. Mais beaucoup de salades de tomates et de concombres, c'est immense. Oui, hein. Oui, dans l'ensemble du bloc des 2 serres, parce qu'on a 2 serres là. Donc on faisait bon an, mal an, 50 tonnes de tomates et 100 tonnes de concombres, plus ou moins, selon les années. Et vous avez arrêté à quel moment, quand la retraite est arrivée? Quand la retraite est arrivée. Par contre, je me suis préservé ce côté décor où on fait encore quelques petits légumes, quelques tomates, quelques haricots, quelques salades au printemps pour m'amuser. Ça vous manque un peu le maraîchage? Par certains jours, il y a un côté nostalgique qui me fait, pas regretter, mais qui me fait dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une mutation comme ça? Parce que quand j'ai fait mon apprentissage en Touraine, c'était dans les années 51, 52, 53, il y avait 350 maraîchers sur la place de Tours. Et aujourd'hui, s'il en reste 5 maraîchers, c'est peut-être... Donc il y a eu une catastrophe qui s'est passée, on va dire. Et là-bas, derrière le rideau de pluie, il y a quoi alors? Alors là, c'est la surprise. On y va, je vais vous faire la surprise. Ouais, bah alors, moi je mets mon chapeau. Hein. Mais non. Et ça roule. Ah ouais, d'accord.
Qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac? C'est vrai, c'est incroyable. impressionnant, impressionnant. Mais on a quand même des choses intéressantes, puisque là, vous avez cette vieille machine. Ça a été la première planteuse à pommes de terre qui est venue en Touraine en 1902. Elle a pris un coup de vieux hein, quand même. Elle a pris un coup de vieux. Mais c'est à vous? Tout ça, c'est à vous? Ça a été donné pour le musée, tout ça. C'était quoi votre envie, en fait, de garder une trace un peu Et quelque part, oui. C'est, j'ai été, comme beaucoup, on a été suffoqués de voir tout ce qui était détruit à la casse. Et puis un beau jour, on s'est dit, mais il ne reste plus rien de tout ça. Donc on a réagi, et puis les propriétaires des choses ont réagi aussi. Et ça, c'est important. Vous voulez dire que tous ces objets ont été apportés par les uns et les autres? Vous n'avez rien acheté? Absolument pas. Les petites bêtes sont très heureuses. Bah oui. Il y a combien d'objets à peu près? C'est difficile de les comptabiliser. Oh, très probablement, on doit approcher des 5000. 5000 objets? Ah, oui. Ça, c'est un trieur. Pour trier les semences, il faut les petits programmes. Et cette merveilleuse collection de cloches de maraîchers? J'ai connu ça. Hein. Ça fonctionnait jusque dans les années 50-55, ça. Alors là, vous avez affaire à les premières batteuses qui ont été mécanisées, mais avant, elles tournent avec un cheval. Alors ça vous surprend, ça. C'est du ciment? Eh bien, c'est un bassin de maraîcher, ça, de 1900. Pour collecter l'eau? Oui. On va aller se faire une petite promenade. On va partir à Bouguenais, en bord de Loire, pour aller à la rencontre de Benoît Roland. Il est agriculteur, il élève des vaches nantaises et c'est une race qui a bien failli disparaître juste après la guerre. Ça, c'est quoi? Aux portes de l'agglomération nantaise, un petit troupeau d'irréductibles résiste à l'urbanisation. Ce sont des vaches nantaises. C'est une belle vache, donc je suis un peu tombé amoureux entre guillemets. Elles ont vraiment des belles cornes. Après, c'est vrai qu'elles ont le contour des yeux noirs, quoi. On a l'impression qu'elles sont toujours maquillées, quoi. Et ouais, elles ont de l'allure, quoi. Elles ont de la classe. Lunettes de prof sur le nez, Benoît est pourtant agriculteur, mais depuis peu, 5 ans seulement. En 2008, il abandonne l'enseignement pour se lancer dans l'élevage et redonner une chance à cette race en voie de disparition. Pour moi, c'était une évidence en fait de m'installer avec des Nantaises à la porte de Nantes, sachant qu'en plus, les races nantaises sont adaptées au terroir, quoi, les ligériens, quoi. Et ça ne les dérange pas d'avoir les pieds dans l'eau, ça ne les dérange pas en fait, de manger du fourrage grossier, elles valorisent très bien. Elles sont plus adaptées à une zone de marais que les limousines, quoi. Bon, on bouge les vaches? Ouais. Je sais pas, Comment tu fais là? Aujourd'hui, Benoît et son associé doivent déplacer un troupeau. Et la première chose que ces agriculteurs regardent, ce sont les coefficients de marée. On a 80 hectares de marais en fait, en bordure de Loire. Ouais. Dès que ça déborde, en fait, il faut bouger les troupeaux, les mettre sur des zones portantes et même voir des fois leur amener du foin alors qu'il y a plein d'herbes. On vit avec et puis c'est un plaisir ouais, de travailler au bord de la Loire. Quoi. On est des ligériens. Quoi. Malgré sa passion pour les Nantaises, Benoît élève également une vingtaine de limousines, plus par obligation que par choix. Tout ce qui est grande surface, boucherie ou autre, ils veulent en fait des races connues, blondes d'Aquitaine, charolaises, limousines. Et d'autre part aussi, on ne les trouve pas, les vaches nantaises, elles sont rares. Donc j'ai eu la chance d'en trouver 10, j'ai augmenté petit à petit, mais on ne peut pas s'installer avec 50 vaches nantaises parce qu'on ne peut pas les trouver déjà d'une part. Quoi. Salut, ça va ? Les choix de Benoît ont fait d'autres heureux. La commune à qui appartiennent les terrains et les amoureux de la nature. Yves est ornithologue.
Lui aussi est tombé amoureux de ses vaches, mais pour d'autres raisons. Donc on voit bien sur cette feuille de roseau comment les vaches ont commencé par grignoter l'extrémité des jeunes feuilles et petit à petit elles vont finir par les éplucher, par éplucher toutes les feuilles de la plante, quoi. La parcelle sur laquelle se trouve le troupeau avait été totalement envahie par le roseau et cette physionomie végétale est défavorable à des espèces d'oiseaux d'eau tels que les canards de surface ou les bécassines. Donc la vache nantaise, elle a joué un peu le rôle de débroussailleuse. Très rapidement, donc on a vu se réinstaller sur cette prairie-là des stationnements de bécassines. Aujourd'hui, Benoît a réussi son pari. Valoriser la vache nantaise via 3 AMAP de l'agglomération, les ventes directes à la ferme et à quelques restaurateurs nantais. Ça marche bien. Après, il faut suivre au niveau du travail, quoi. Plus on vendra de vaches nantaises, plus on aura de nantaises et plus on pourra aussi aider des jeunes à s'installer en vaches nantaises, quoi. Donc c'est là, moi, c'est ce qui me mène, c'est ça. Soyez fiers, Nantaise. Votre chair est appréciée par les gourmets. Profitez avant de finir dans nos assiettes. Don't you fail me now as we dance around our feet. Don't touch the ground. Du coup, quand vous sortez sur le Cher en bateau, c'est un peu la récompense de tout le travail que vous faites en amont. C'est le but de l'association, c'est de reconstruire des bateaux pour naviguer. Quand même et puis c'est vrai que c'est notre plaisir, le plaisir d'emmener des gens, de leur faire partager l'amour du bateau, les paysages, etc. Il y a toujours du monde comme ça qui fait coucou quand on est sur l'eau. Quand on est sur l'eau, il y a toujours des gens pour nous saluer. Puis là, il passe énormément de monde avec la Loire à vélo. Ouais, on est sur le circuit des cyclistes. Ah, mais il y a même un cavalier, regardez. Vous naviguez sur le Cher, mais pas exclusivement. Ah non, pas. Sur le Cher, on est relativement limité. Donc sur le Cher, on emmène des gens pour leur faire découvrir la navigation. Mais nous, notre plaisir, c'est d'aller en Loire. C'est d'aller assister aux fêtes de Loire, chez les copains. On va à Saumur, à Angers, à la Ménitrée, jusqu'à Nantes, quoi. Il y a une vraie différence quand on navigue entre le Cher, les affluents de la Loire et puis la Loire. Ah oui, énorme. Énorme, parce que quand on est sur le Cher, on est toujours, je dirais, quelque part en contact avec la civilisation. En Loire, c'est un dépaysement total. La Loire, d'abord, est très large. Il y a des endroits, elle fait 1 kilomètre de large. Et quand on est sur l'eau, on ne voit pas les routes, on ne voit aucune voiture, on ne voit rien. On est vraiment au milieu de nulle part. C'est extraordinaire. C'est vraiment un fleuve sauvage quand on est dessus, et ça vaut le coup. Vous êtes les bateliers du Cher, mais avec un peu le cœur sur la Loire aussi. Ah ben, beaucoup plus, on navigue beaucoup plus sur la Loire que sur le Cher. Mais les bateliers du Cher, parce que c'est le Cher qui passe chez nous à Savonnières. On parle tout le temps de la marine de Loire, de l'activité en fait qu'avait pu avoir le fleuve. Qu'en est-il du Cher? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire? Il y a eu aussi une riche vie en fait, oui, sur très riche. Le Cher était navigable jusqu'à Vierzon, peut-être même en amont. Ouais. Il y a eu une vie commerciale très très intense sur le Cher. Au 19e siècle, il passait environ 2000 bateaux par an sur Savonnières, ici. Donc c'était énorme. Et il faut dire qu'à l'époque, il faut imaginer un petit peu le pays où tout se faisait par les rivières. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'autoroute, où ça prenait trop de temps. Donc le maximum du transport de marchandises se faisait par voie d'eau. Et Savonnières était un port d'envergure? Ah oui, c'était un grand port. Alors, il y avait plein d'activités, donc il naviguait sur le Cher, bien sûr, avec des bateaux plutôt rapides, comme le Pillard qu'on veut refaire. Et il naviguait aussi sur la Loire avec des chalands. Et ils allaient jusqu'à Nantes. Ils faisaient le commerce, je dirais, normal. À la descente, ils étaient avec la force du courant. Et à la remonte, ils étaient à la voile. Il reste encore quelques traces de cette activité à Savonnières? Non, alors dans le bâti, oui. Moi, j'ai un escalier chez moi qui est fait avec des bordées de bateaux. Il y a encore les chevilles dedans. Donc tout était réutilisé. C'est vous qui l'avez fait? Non, il date du siècle dernier. Donc vous habitez une maison de marinier? Ah oui, c'est une maison de mes ancêtres.
C'est compliqué de naviguer sur le Cher? Ici, c'est pas très compliqué, hein, parce qu'avec le barrage, on a toujours de l'eau. En Loire, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, avec les années, on a appris à ce qu'on appelle lire l'eau, c'est-à-dire par la surface de l'eau, à essayer de détecter les bancs de sable, les passes, etc. On s'est planté bien des fois, mais maintenant, on se plante pratiquement plus. C'est toujours un vrai bonheur d'être sur l'eau. Moi, j'adore. Merci de m'avoir offert cette balade-là. Il n'y a pas de quoi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en bord de Loire. Passez une excellente semaine et la balade continue si vous le souhaitez sur notre site internet. À très bientôt avec plaisir.